Illusion perdue par Honoré de Balzac. Partie 8 du livre audio, suite de la partie 2 du roman Un grand homme de province à Paris. Le panorama dramatique, aujourd'hui remplacé par une maison, était une charmante salle de spectacle située vis-à-vis la rue Charlot, sur le boulevard du Temple, et où deux administrations succombèrent sans obtenir un seul succès. Quoique Bouffé, l'un des acteurs qui se sont partagé la succession de Potier, y ait débuté, ainsi que Florine, actrice qui, 5 ans plus tard, devint si célèbre. Les théâtres, comme les hommes, sont soumis à des fatalités. Le panorama dramatique avait à rivaliser avec l'ambigu, la Gaîté, la Porte Saint-Martin et les théâtres de vaudeville. Il ne put résister à leurs manœuvres, aux restrictions de son privilège et au manque de bonnes pièces. Les auteurs ne voulurent pas se brouiller avec les théâtres existants pour un théâtre dont la vie semblait problématique. Cependant, l'administration comptait sur la pièce nouvelle, espèce de mélodrame comique d'un jeune auteur, collaborateur de quelques célébrités, nommé Dubruel, qui disait l'avoir faite à lui seul. Cette pièce avait été composée pour le début de Florine, jusqu'alors comparse à la Gaîté, où depuis 1 an elle jouait des petits rôles dans lesquels elle s'était fait remarquer, sans pouvoir obtenir d'engagement, en sorte que le panorama l'avait enlevée à son voisin. Coralie, une autre actrice, devait y débuter aussi. Quand les deux amis arrivèrent, Lucien fut stupéfait par l'exercice du pouvoir de la presse. « Monsieur est avec moi », dit Étienne au contrôle qui s'inclina tout entier. « Vous trouverez bien difficilement à vous placer, » dit le contrôleur en chef. « Il n'y a plus de disponible que la loge du directeur. » Étienne et Lucien perdirent un certain temps à errer dans les corridors et à parlementer avec les ouvreuses. « Allons dans la salle, nous parlerons au directeur qui nous prendra dans sa loge. D'ailleurs, je vous présenterai à l'héroïne de la soirée, à Florine. » Sur un signe de Lousteau, le portier de l'orchestre prit une petite clé et ouvrit une porte perdue dans un gros mur. Lucien suivit son ami et passa soudain du corridor illuminé au trou noir qui, dans presque tous les théâtres, sert de communication entre la salle et les coulisses. Puis, en montant quelques marches humides, le poète de province aborda la coulisse, où l'attendait le spectacle le plus étrange. L'étroitesse des portants, la hauteur du théâtre, les échelles à quinquets, les décorations si horribles vues de près, les acteurs plâtrés, leurs costumes si bizarres et faits d'étoffes si grossières, les garçons à vestes huileuses, les cordes qui pendent, le régisseur qui se promène son chapeau sur la tête, les comparses assises, les toiles de fond suspendues, les pompiers, cet ensemble de choses bouffonnes, tristes, sales, affreuses, éclatantes, ressemblait si peu à ce que Lucien avait vu de sa place au théâtre que son étonnement fut sans bornes. On achevait un gros bon mélodrame intitulé Bertram, pièce imitée d'une tragédie de Mathurin qu'estimaient infiniment Nodier, Lord Byron et Walter Scott, mais qui n'obtint aucun succès à Paris. « Ne quittez pas mon bras si vous ne voulez pas tomber dans une trappe, recevoir une forêt sur la tête, renverser un palais ou accrocher une chaumière, » dit Étienne à Lucien. « Florine est-elle dans sa loge, mon bijou ?» dit-il à une actrice qui se préparait à son entrée en scène en écoutant les acteurs. « Oui, mon amour, je te remercie de ce que tu as dit de moi. Tu es d'autant plus gentil que Florine entrait ici. »« Allons, ne manque pas ton effet, ma petite, » lui dit Lousteau. « Précipite-toi, haut la patte. Dis-moi bien, arrête, malheureux, car il y a 2000 francs de recettes. » Lucien, stupéfait, vit l'actrice se composant et s'écriant « Arrête, malheureux !» de manière à le glacer d'effroi. Ce n'était plus la même femme. « Voilà donc le théâtre, se dit-il.
C'est comme la boutique des Galeries de Bois et comme un journal pour la littérature. Une vraie cuisine. Nathan parut. « Pour qui venez-vous donc ici ?» lui dit Lousteau. « Mais je fais les petits théâtres à la Gazette. »« En attendant mieux, » répondit Nathan. « Eh, soupez donc avec nous ce soir, et traitez bien Florine, à charge de revanche, » lui dit Lousteau. « Tout à votre service, » répondit Nathan. « Vous savez, elle demeure maintenant rue de Bondy. »« Qui donc est ce beau jeune homme avec qui tu es, mon petit Lousteau ?» dit l'actrice en rentrant de la scène dans la coulisse. « Ah, ma chère, un grand poète, un homme qui sera célèbre. Comme vous devez souper ensemble, monsieur Nathan, je vous présente monsieur Lucien de Rubempré. »« Vous portez un beau nom, monsieur, » dit Raoul à Lucien. « Lucien, monsieur Raoul Nathan, » fit Étienne à son nouvel ami. « Ma foi, monsieur, je vous lisais il y a 2 jours, et je n'ai pas conçu, quand on a fait votre livre et votre recueil de poésie, que vous soyez si humble devant un journaliste. »« Je vous attends à votre premier livre, » répondit Nathan en laissant échapper un fin sourire. « Tiens, les ultras et les libéraux se donnent donc des poignées de main ?» s'écria Vernou en voyant ce trio. « Le matin, je suis des opinions de mon journal, » dit Nathan, « mais le soir, je pense ce que je veux. La nuit, tous les rédacteurs sont gris. »« Étienne, » dit Félicien en s'adressant à Lousteau, « Finot est venu avec moi. Il te cherche. Et le voilà. »« Ah, ça, il n'y a donc pas une place ?» dit Finot. « Vous en avez toujours une dans nos cœurs, » lui dit l'actrice, qui lui adressa le plus agréable sourire. « Tiens, ma petite Florville, te voilà déjà guérie de ton amour. On te disait enlevée par un prince russe. »« Est-ce qu'on enlève les femmes aujourd'hui ?» dit la Florville, qui était l'actrice d'Arrête malheureux. « Nous sommes restés 10 jours à Saint-Mandé. Mon prince en a été quitte pour une indemnité payée à l'administration. Le directeur, reprit Florville en riant, va prier Dieu qu'il vienne beaucoup de princes russes. Leurs indemnités lui feraient des recettes sans frais. »« Et toi, ma petite, » dit Finot à une jolie paysanne qui les écoutait, « où donc as-tu volé les boutons de diamants que tu as aux oreilles ? As-tu fait un prince indien ? » ?»« Non, mais un marchand de cirage, un Anglais qui est déjà parti. N'a pas qui veut, comme Florine et Coralie, des négociants millionnaires ennuyés de leur ménage. Sont-elles heureuses ? »« Tu vas manquer ton entrée, Florville, » s'écria Lousteau. « Le cirage de ton ami te monte à la tête. »« Si tu veux avoir du succès, » lui dit Nathan, au lieu de crier comme une furie, « il est sauvé !» entre tout uniment, arrive jusqu'à la rampe et dit d'une voix de poitrine, « Il est sauvé !» Comme la pasta dit « Oh, patria !» dans Tancrède. « Va donc !» ajouta-t-il en la poussant. « Il n'est plus temps. Elle rate son effet, » dit Vernou. « Qu'a-t-elle fait ?»« La salle applaudit à tout rompre, » dit Lousteau. « Elle leur a montré sa gorge en se mettant à genoux. C'est sa grande ressource, » dit l'actrice, veuve du cirage. « Le directeur nous donne sa loge. Tu m'y retrouveras, » dit Finot à Étienne. Lousteau conduisit alors Lucien derrière le théâtre à travers le dédale des coulisses, des corridors et des escaliers jusqu'au 3e étage, à une petite chambre où ils arrivèrent, suivis de Nathan et de Félicien Vernou. « Bonjour ou bonsoir, messieurs, » dit Florine. « Monsieur, » dit-elle en se tournant vers un homme gros et court qui se tenait dans un coin, « ces messieurs sont les arbitres de mes destinées. Mon avenir est entre leurs mains. Mais ils seront, je l'espère, sous notre table demain matin, si monsieur Lousteau n'a rien oublié. »« Comment ? Vous aurez Blondet des débats, » lui dit Étienne. « Le vrai Blondet, Blondet lui-même. Enfin, Blondet. »« Oh, mon petit Lousteau, tiens, il faut que je t'embrasse, » dit-elle en lui sautant au cou. À cette démonstration, Matifat, le gros homme, prit un air sérieux. À 16 ans, Florine était maigre. Sa beauté, comme un bouton de fleurs plein de promesses,
ne pouvait plaire qu'aux artistes qui préfèrent les esquisses au tableau. Cette charmante actrice avait dans les traits toute la finesse qui la caractérise et ressemblait alors à la Mignon de Goethe. Matifat, riche droguiste de la rue des Lombards, avait pensé qu'une petite actrice des boulevards serait peu dispendieuse, mais en 11 mois, Florine lui coûta 100 000 francs. Rien ne parut plus extraordinaire à Lucien que cet honnête et probe négociant posé là comme un dieu terme dans un coin de ce réduit de 10 pieds carrés, tendu d'un joli papier, décoré d'une psyché, d'un divan, de 2 chaises, d'un tapis, d'une cheminée et plein d'armoires. Une femme de chambre achevait d'habiller l'actrice en espagnol. La pièce était un imbroglio où Florine faisait le rôle d'une comtesse. « Cette créature sera dans 5 ans la plus belle actrice de Paris, dit Nathan à Félicien. « Ah, ça, mes amours, dit Florine en se retournant vers les 3 journalistes. « Soignez-moi demain. D'abord, j'ai fait garder des voitures cette nuit, car je vous renverrai sous comme des mardis gras. Matifat a eu des vins. Oh, mais des vins dignes de Louis XVIII, et il a pris le cuisinier du ministre de Prusse. » « Nous nous attendons à des choses énormes en voyant monsieur, dit Nathan. « Mais il sait qu'il traite les hommes les plus dangereux de Paris, répondit Florine. Matifat regardait Lucien d'un air inquiet, car la grande beauté de ce jeune homme excitait sa jalousie. « Mais en voilà un que je ne connais pas, dit Florine en avisant Lucien. Qui de vous a ramené de Florence l'Apollon du Belvédère ? Monsieur est gentil comme une figure de Girodet. » Mademoiselle, dit Lousteau, monsieur est un poète de province que j'ai oublié de vous présenter. Vous êtes si belle ce soir qu'il est impossible de songer à la civilité puérile et honnête. Est-il riche, qu'il fait de la poésie ? Demanda Florine. Pauvre comme Job, répondit Lucien. C'est bien tentant pour nous autres, dit l'actrice. Dubruel, l'auteur de la pièce, un jeune homme en redingote, petit, délié, tenant à la fois du bureaucrate, du propriétaire et de l'agent de change, entra soudain. « Ma petite Florine, vous savez bien votre rôle, hein ? Pas de défaut de mémoire. Soignez la scène du second acte, du mordant, de la finesse. Dites bien, je ne vous aime pas, comme nous en sommes convenus. » « Pourquoi prenez-vous des rôles où il y a de pareilles phrases ?» dit Matifat à Florine. Un rire universel accueillit l'observation du droguiste. « Qu'est-ce que cela vous fait ?» lui dit-elle. « Puisque ce n'est pas à vous que je parle, animal bête. Oh, il fait mon bonheur avec ses niaiseries, ajouta-t-elle en regardant les auteurs. Foi d'honnête fille, je lui payerais tant par bêtise si ça ne devait pas me ruiner. » « Oui, mais vous me regarderez en disant cela comme quand vous répétez votre rôle, et ça me fait peur, » répondit le droguiste. « Eh bien, je regarderai mon petit Lousteau, » répondit-elle. Une cloche retentit dans les corridors. « Allez-vous-en tous, » dit Florine. « Laissez-moi relire mon rôle et tâcher de le comprendre. » Lucien et Lousteau partirent les derniers. Lousteau baisa les épaules de Florine, et Lucien entendit l'actrice disant « Impossible pour ce soir. Cette vieille bête a dit à sa femme qu'il allait à la campagne. » « La trouvez-vous gentille ?» dit Étienne à Lucien. « Mais, mon cher, ce Matifat !» s'écria Lucien. « Eh, mon enfant, vous ne savez rien encore de la vie parisienne, » répondit Lousteau. « Il y a des nécessités qu'il faut subir. C'est comme si vous aimiez une femme mariée, voilà tout. On se fait une raison. » Étienne et Lucien entrèrent dans une loge d'avant-scène, au rez-de-chaussée, où ils trouvèrent le directeur du théâtre et Finot. En face, Matifat était dans la loge opposée avec un de ses amis nommé Camusot, un marchand de soieries qui protégeait Coralie, et accompagné d'un honnête petit vieillard, son beau-père. Ces 3 bourgeois nettoyaient le verre de leur lorgnette en regardant le parterre dont les agitations les inquiétaient. Les loges offraient la société bizarre des premières représentations. Des journalistes et leurs maîtresses, des femmes entretenues et leurs amants,
quelques vieux habitués des théâtres friands de premières représentations, des personnes du beau monde qui aiment ces sortes d'émotions. Dans une première loge se trouvait le directeur général et sa famille qui avaient casé, Dubruel, dans une administration financière où le faiseur de vaudeville touchait les appointements d'une sinécure. Lucien, depuis son dîner, voyageait d'étonnement en étonnement. La vie littéraire, depuis 2 mois si pauvre, si dénuée à ses yeux, si horrible dans la chambre de Lousteau, si humble et si insolente à la fois aux galeries de bois, se déroulait avec d'étranges magnificences et sous des aspects singuliers. Ce mélange de haut et de bas, de compromis avec la conscience, de suprématie et de lâcheté, de trahison et de plaisir, de grandeur et de servitude, le rendait hébété comme un homme attentif à un spectacle inouï. « Croyez-vous que la pièce de Dubruel vous fasse de l'argent ?» dit Finot au directeur. « La pièce est une pièce d'intrigue, où Dubruel a voulu faire du beau marché. Le public des boulevards n'aime pas ce genre, il veut être bourré d'émotions. L'esprit n'est pas apprécié ici. Tout, ce soir, dépend de Florine et de Coralie, qui sont ravissantes de grâce, de beauté. Ces 2 créatures ont des jupes très courtes, elles dansent un pas espagnol, elles peuvent enlever le public. Cette représentation est un coup de carte. Si les journaux me font quelques articles spirituels, en cas de réussite, je puis gagner 100 000 écus. » « Allons, je le vois, ce ne sera qu'un succès d'estime, » dit Finot. « Il y a une cabale montée par les 3 théâtres voisins, on va siffler quand même. Mais je me suis mis en mesure de déjouer ces mauvaises intentions. J'ai surpayé les claqueurs envoyés contre moi, ils siffleront maladroitement. Voilà 2 négociants qui, pour procurer un triomphe à Coralie et à Florine, ont pris chacun 100 billets et les ont donnés à des connaissances capables de faire mettre la cabale à la porte. La cabale, 2 fois payée, se laissera renvoyer, et cette exécution dispose toujours bien le public. « 200 billets ? Quels gens précieux !» s'écria Finot. « Oui, avec 2 autres jolies actrices aussi richement entretenues que Florine et Coralie, je me tirerais d'affaire. » Depuis 2 heures, aux oreilles de Lucien, tout se résolvait par de l'argent. Au théâtre comme en librairie comme au journal, de l'art et de la gloire, il n'en était pas question. Ces coups du grand balancier de la monnaie, répétés sur sa tête et sur son cœur, les lui martelaient. Pendant que l'orchestre jouait l'ouverture, il ne put s'empêcher d'opposer aux applaudissements et aux sifflets du parterre en émeute les scènes de poésie calme et pure qu'il avait goûtées dans l'imprimerie de David, quand tous 2 ils voyaient les merveilles de l'art, les nobles triomphes du génie, la gloire aux ailes blanches. En se rappelant les soirées du Cénacle, une larme brilla dans les yeux du poète. « Qu'avez-vous » lui dit Étienne Lousteau. « Je vois la poésie dans un bourbier, » dit-il. « Eh, mon cher, vous avez encore des illusions. Mais faut-il donc ramper et subir ici ces gros Matifat et Camusot, comme les actrices subissent les journalistes, comme nous subissons les libraires ? Mon petit, lui dit à l'oreille Étienne en lui montrant Finot, vous voyez ce lourd garçon, sans esprit ni talent, mais avide, voulant la fortune à tout prix et habile en affaires, qui, dans la boutique de Doria, m'a pris 40% en ayant l'air de m'obliger. Eh bien, il a des lettres où plusieurs génies en herbe sont à genoux devant lui pour 100 francs. Une contraction causée par le dégoût serra le cœur de Lucien qui se rappela. Finot, mais 100 francs. Ce dessin laissé sur le tapis vert de la rédaction. Plutôt mourir, dit-il. Plutôt vivre, lui répondit Étienne. Au moment où la toile se leva, le directeur sortit et alla dans les coulisses pour donner quelques ordres. « Mon cher, dit alors Finot à Étienne, j'ai la parole de Doria. Je suis pour un tiers dans la propriété du journal hebdomadaire. J'ai traité pour 30 000 francs comptant, à condition d'être fait rédacteur en chef et directeur. C'est une affaire superbe. Blondet m'a dit qu'il se prépare des lois restrictives contre la presse. Les journaux existants seront seuls conservés.
Dans 6 mois, il faudra 1 million pour entreprendre un nouveau journal. J'ai donc conclu sans avoir à moi plus de 10 000 francs. Écoute-moi. Si tu peux faire acheter la moitié de ma part, un 6e à Matifat pour 30 000 francs, je te donnerai la rédaction en chef de mon petit journal avec 250 francs par mois. Tu seras mon prête-nom. Je veux pouvoir toujours diriger la rédaction, y garder tous mes intérêts et ne pas avoir l'air d'y être pour quelque chose. Tous les articles te seront payés à raison de 100 sous la colonne. Ainsi, tu peux te faire un boni de 15 francs par jour, en ne les payant que 3 francs et en profitant de la rédaction gratuite. C'est encore 450 francs par mois. Mais je veux rester maître de faire attaquer ou défendre les hommes et les affaires à mon gré dans le journal, tout en te laissant satisfaire les haines et les amitiés qui ne gêneront point ma politique. Peut-être serai-je ministériel ou ultra, je ne sais pas encore. Mais je veux conserver, en dessous-main, mes relations libérales. Je te dis tout, à toi qui es un bon enfant. Peut-être te ferai-je avoir les chambres dans le journal où je les fais. Je ne pourrai sans doute pas les garder. Ainsi, emploie Florine à ce petit maquignonnage. Dis-lui de presser vivement le bouton au droguiste. Je n'ai que 48 heures pour me dédire, si je ne peux pas payer. Doria a vendu l'autre tiers, 30 000 francs, à son imprimeur et à son marchand de papier. Il a, lui, son tiers gratis, et gagne 10 000 francs, puisque le tout ne lui en coûte que 50 000. Mais dans un an, le recueil vaudra 200 000 francs à vendre à la cour, si elle a, comme on le prétend, le bon sens d'amortir les journaux. « Tu as du bonheur » s'écria Lousteau. « Si tu avais passé par les jours de misère que j'ai connus, tu ne dirais pas ce mot-là. Mais dans ce temps-ci, vois-tu, je jouis d'un malheur sans remède. Je suis fils d'un chapelier qui vend encore des chapeaux rue du Coq. Il n'y a qu'une révolution qui puisse me faire arriver. Et, faute d'un bouleversement social, je dois avoir des millions. Je ne sais pas si, de ces deux choses, la révolution n'est pas la plus facile. Si je portais le nom de ton ami, je serais dans une belle passe. » Silence. Voici le directeur. « Adieu, » dit Finot en se levant. « Je vais à l'opéra. J'aurai peut-être un duel demain. Je fais et signe d'un F un article foudroyant contre 2 danseuses qui ont des généraux pour amis. J'attaque et raide l'opéra. »« Ah, bah, » dit le directeur. « Oui, chacun lésine avec moi, » répondit Finot. « Celui-ci me retranche mes loges, celui-là refuse de me prendre 50 abonnements. J'ai donné mon ultimatum à l'opéra. Je veux maintenant 100 abonnements et 4 loges par mois. S'ils acceptent, mon journal aura 800 abonnés servis et 1000 payants. Je sais les moyens d'avoir encore 200 autres abonnements. Nous serons à 1200 en janvier. »« Vous finirez par nous ruiner, » dit le directeur. « Vous êtes bien malade, vous, avec vos 10 abonnements. Je vous ai fait faire 2 bons articles au Constitutionnel. »« Oh, je ne me plains pas de vous, » s'écria le directeur. « À demain soir, Lousteau, » reprit Finot. « Tu me donneras réponse aux Français, où il y a une première représentation. Et comme je ne pourrai pas faire l'article, tu prendras ma loge au journal. Je te donne la préférence. Tu t'es échiné pour moi, je suis reconnaissant. Félicien Vernoux m'offre de me faire remise des appointements pendant 1 an et me propose 20 000 francs pour un tiers dans la propriété du journal. Mais j'y veux rester maître absolu. Adieu. » « Il ne se nomme pas Finot pour rien, celui-là, » dit Lucien à Lousteau. « Oh, c'est un pendu qui fera son chemin, » lui répondit Étienne, sans se soucier d'être ou non entendu par l'homme habile qui fermait la porte de la loge. « Lui, » dit le directeur, « il sera millionnaire, il jouira de la considération générale et peut-être aura-t-il des amis. »« Bon Dieu, » dit Lucien, « quelle caverne ! Et vous allez faire entamer par cette délicieuse fille une pareille négociation ?» dit-il en montrant Florine qui leur lançait des œillades. « Et elle réussira. Vous ne connaissez pas le dévouement et la finesse de ces chères créatures, » répondit Lousteau. « Elles rachètent tous leurs défauts. Elles effacent toutes leurs fautes par l'étendue, par l'infini de leur amour quand elles aiment, » dit le directeur en continuant. «
La passion d'une actrice est une chose d'autant plus belle qu'elle produit un plus violent contraste avec son entourage. « C'est trouver dans la boue un diamant digne d'orner la couronne la plus orgueilleuse, » répliqua Lousteau. « Mais, reprit le directeur, Coralie est distraite. Votre amie fait Coralie sans s'en douter, et va lui faire manquer tous ses effets. Elle n'est plus à ses répliques, voilà 2 fois qu'elle n'entend pas le souffleur. « Monsieur, je vous en prie, mettez-vous dans ce coin, » dit-il à Lucien. « Si Coralie est amoureuse de vous, je vais aller lui dire que vous êtes parti. »« Eh non !» s'écria Lousteau. « Dites-lui que monsieur est du souper. Qu'elle en fera ce qu'elle voudra, et elle jouera comme mademoiselle Mars. » Le directeur partit. « Mon ami, dit Lucien à Étienne, comment ? Vous n'avez aucun scrupule de faire demander par mademoiselle Florine 30 000 francs à ce droguiste pour la moitié d'une chose que Finot vient d'acheter à ce prix-là ?» Lousteau ne laissa pas à Lucien le temps de finir son raisonnement. « Mais de quel pays êtes-vous donc, mon cher enfant ? Ce droguiste n'est pas un homme, c'est un coffre-fort donné par l'amour. »« Mais votre conscience ? » ?»« La conscience, mon cher, est un de ces bâtons que chacun prend pour battre son voisin, et dont il ne se sert jamais pour lui. Ah ça, à qui diable en avez-vous ? Le hasard fait pour vous en un jour un miracle que j'ai attendu pendant 2 ans. Et vous vous amusez à en discuter les moyens ? Comment ? Vous qui me paraissez avoir de l'esprit, qui arriverez à l'indépendance d'idées que doivent avoir les aventuriers intellectuels dans le monde où nous sommes, vous barbotez dans des scrupules de religieuse qui s'accusent d'avoir mangé son œuf avec concupiscence. Si Florine réussit, je deviens rédacteur en chef, je gagne 250 francs de fixe, je prends les grands théâtres, je laisse à Vernoux les théâtres de vaudeville, vous mettez le pied à l'étrier en me succédant dans tous les théâtres des boulevards. Vous aurez alors 3 francs par colonne, et vous en écrirez 1 par jour, 30 par mois, qui vous produiront 90 francs. Vous aurez pour 60 francs de livres à vendre à Barbet. Mais vous pouvez demander mensuellement à vos théâtres 10 billets, en tout 40 billets, que vous vendrez 40 francs au Barbet des théâtres, un homme avec qui je vous mettrai en relation. Ainsi, je vous vois 200 francs par mois. Vous pourriez, en vous rendant utile à Finot, placer un article de 100 francs dans son nouveau journal hebdomadaire, au cas où vous déploieriez un talent transcendant. Car là, on signe. Et il ne faut plus rien lâcher, comme dans le petit journal. Vous auriez alors 100 écus par mois. Mon cher, il y a des gens de talent, comme ce pauvre d'Arthez, qui dînent tous les jours chez Flicoteaux. Ils sont 10 ans avant de gagner 100 écus. Vous vous ferez avec votre plume 4 000 francs par an, sans compter les revenus de la librairie, si vous écrivez pour elle. Or, un sous-préfet n'a que 1 000 écus d'appointement, et s'amuse comme un bâton de chaise dans son arrondissement. Je ne vous parle pas du plaisir d'aller au spectacle sans payer, car ce plaisir deviendra bientôt une fatigue. Mais vous aurez vos entrées dans les coulisses de 4 théâtres. Soyez dur et spirituel pendant 1 ou 2 mois, vous serez accablé d'invitations, de parties avec les actrices. Vous serez courtisé par leurs amants. Vous ne dînerez chez Flicoteaux qu'au jour où vous n'aurez pas 30 sous dans votre poche, ni pas un dîner en ville. Vous ne saviez où donner de la tête à 5 heures dans le Luxembourg. Vous êtes à la veille de devenir une des 100 personnes privilégiées qui imposent des opinions à la France. Dans 3 jours, si nous réussissons, vous pouvez, avec 30 bons mots imprimés à raison de 3 par jour, faire maudire la vie à un homme. Vous pouvez vous créer des rentes de plaisir chez toutes les actrices de vos théâtres. Vous pouvez faire tomber une bonne pièce et faire courir tout Paris à une mauvaise. Si Doria refuse d'imprimer les Marguerites sans vous en rien donner, vous pouvez le faire venir, humble et soumis, chez vous. Vous les achetez 2 000 francs. Ayez du talent et flanquez dans 3 journaux différents 3 articles qui menacent de tuer quelques-unes des spéculations de Doria ou un livre sur lequel il compte. Vous le verrez grimpant à votre mansarde et y séjournant comme une clématite. Enfin, votre roman, les libraires, qui dans ce moment vous mettraient tous à la porte, plus ou moins poliment, feront queue chez vous
et le manuscrit, que le père Doguereau vous estimerait 400 francs, sera surenchéri jusqu'à 4000 francs. Voilà les bénéfices du métier de journaliste. Aussi, défendons-nous l'approche des journaux à tous les nouveaux venus. Non seulement il faut un immense talent, mais encore bien du bonheur pour y pénétrer. Et vous chicanez votre bonheur ? Voyez, si nous ne nous étions pas rencontrés aujourd'hui chez Flicoteaux, vous pouviez faire le pied de grue encore pendant 3 ans ou mourir de faim, comme d'Arthez, dans un grenier. Quand d'Arthez sera devenu aussi instruit que Bayle et aussi grand écrivain que Rousseau, nous aurons fait notre fortune, nous serons maîtres de la sienne et de sa gloire. Finot sera député, propriétaire d'un grand journal, et nous serons, nous, ce que nous aurons voulu être, pairs de France ou détenus à Sainte-Pélagie pour dette. Et Finot vendra son grand journal aux ministres qui lui donneront le plus d'argent, comme il vend ses éloges à Madame Bastienne en dénigrant Mademoiselle Virginie, et prouvant que les chapeaux de la première sont supérieurs à ceux que le journal vantait d'abord, s'écria Lucien en se rappelant la scène dont il avait été témoin. « Vous êtes un niais, mon cher, » répondit Lousteau d'un ton sec. Finot, il y a 3 ans, marchait sur les tiges de ses bottes, dînait chez Tabar à 18 sous, brochait un prospectus pour 10 francs, et son habit lui tenait sur le corps par un mystère aussi impénétrable que celui de l'Immaculée Conception. Finot a maintenant à lui seul son journal estimé 100 000 francs, avec les abonnements payés et non servis, avec les abonnements réels et les contributions indirectes perçues par son oncle. Il gagne 20 000 francs par an. Il a tous les jours les plus somptueux dîners du monde. Il a cabriolet depuis 1 mois. Enfin, le voilà demain à la tête d'un journal hebdomadaire avec un 6e de la propriété pour rien, 500 francs par mois de traitement auquel il ajoutera 1000 francs de rédaction obtenus gratis et qu'il fera payer à ses associés. Vous, le premier, si Finot consent à vous payer 50 francs la feuille, serez trop heureux de lui apporter 3 articles pour rien. Quand vous aurez gagné 100 000 francs, vous pourrez juger Finot. On ne peut être jugé que par ses pairs. N'avez-vous pas un immense avenir si vous obéissez aveuglément aux haines de position, si vous attaquez quand Finot vous dira « attaque », si vous louez quand il vous dira « loue ». Lorsque vous aurez une vengeance à exercer contre quelqu'un, vous pourrez rouer votre ami ou votre ennemi par une phrase insérée tous les matins à notre journal en me disant « Lousteau, tuons cet homme-là ». Vous réassassinerez votre victime par un grand article dans le journal hebdomadaire. Enfin, si l'affaire est capitale pour vous, Finot, à qui vous vous serez rendu nécessaire, vous laissera porter un dernier coup d'assommoir dans un grand journal qui aura 10 ou 12 000 abonnés. Ainsi, vous croyez que Florine pourra décider son droguiste à faire le marché ? Dit Lucien, ébloui. Je le crois bien. Voici l'entracte. Je vais déjà lui en aller dire 2 mots. Cela se conclura cette nuit. Une fois sa leçon faite, Florine aura tout mon esprit et le sien. Et cet honnête négociant qui est là, bouche béante, admirant Florine, sans se douter qu'on va lui extirper 30 000 francs. Encore une autre sottise. Ne dirait-on pas qu'on le vole ? S'écria Lousteau. Mais, mon cher, si le ministère achète le journal, dans 6 mois, le droguiste aura peut-être 50 000 francs de ces 30 000. Puis, Matifat ne verra pas le journal, mais les intérêts de Florine. Quand on saura que Matifat et Camusot, car ils se partageront l'affaire, sont propriétaires d'une revue, il y aura dans tous les journaux des articles bienveillants pour Florine et Coralie. Florine va devenir célèbre. Elle aura peut-être un engagement de 12 000 francs dans un autre théâtre. Enfin, Matifat économisera les 1000 francs par mois que lui coûteraient les cadeaux et les dîners aux journalistes. Vous ne connaissez ni les hommes, ni les affaires. Pauvre homme, dit Lucien, il compte avoir une nuit agréable. Et, reprit Lousteau, il sera scié en 2 par 1000 raisonnements jusqu'à ce qu'il ait montré à Florine l'acquisition du 6e acheté à Finot. Et moi, le lendemain, je serai rédacteur en chef, et je gagnerai 1000 francs par mois. Voici donc la fin de mes misères, s'écria l'amant de Florine. Lousteau sortit, laissant Lucien abasourdi, perdu dans un abîme de pensée, volant au-dessus du monde comme il est. Après avoir vu aux galeries de bois les ficelles de la librairie et la cuisine de la gloire,
Après s'être promené dans les coulisses du théâtre, le poète apercevait l'envers des consciences, le jeu des rouages de la vie parisienne, le mécanisme de toute chose. Il avait envié le bonheur de Lousteau en admirant Florine en scène. Déjà, pendant quelques instants, il avait oublié Matifat. Il demeura là durant un temps inappréciable, peut-être 5 minutes. Ce fut une éternité. Des pensées ardentes enflammaient son âme, comme ses sens étaient embrasés par le spectacle de ces actrices aux yeux lascifs et relevés par le rouge, à gorge étincelante, vêtues de basquines voluptueuses à plis licencieux, à jupes courtes, montrant leurs jambes en bas rouges à coins verts, chaussées de manière à mettre un parterre en émoi. 2 corruptions marchaient sur 2 lignes parallèles, comme 2 nappes qui, dans une inondation, veulent se rejoindre. Elles dévoraient le poète accoudé dans le coin de la loge, le bras sur le velours rouge de l'appui, la main pendante, les yeux fixés sur la toile, et d'autant plus accessible aux enchantements de cette vie mélangée d'éclairs et de nuages qu'elle brillait comme un feu d'artifice après la nuit profonde de sa vie travailleuse, obscure, monotone. Tout à coup, la lumière amoureuse d'un œil ruissela sur les yeux inattentifs de Lucien en trouant le rideau du théâtre. Le poète, réveillé de son engourdissement, reconnut l'œil de Coralie qui le brûlait. Il baissa la tête et regarda Camusot qui rentrait alors dans la loge en face. Cet amateur était un bon gros et gras marchand de soieries de la rue des Bourdonnais, juge au tribunal de commerce, père de 4 enfants, marié pour la seconde fois à une épouse légitime, riche de 80 000 livres de rente. Mais, âgé de 56 ans, ayant comme un bonnet de cheveux gris sur la tête, l'air paplard d'un homme qui jouissait de son reste et qui ne voulait pas quitter la vie sans son compte de bonne joie après avoir avalé les 1001 couleuvres du commerce. Il y avait sur ce front couleur beurre frais, sur ses joues monastiques et fleuries, tout l'épanouissement d'une jubilation superlative. Camusot était sans sa femme et entendait applaudir Coralie à tout rompre. Coralie était toutes les vanités réunies de ce riche bourgeois. Il tranchait chez elle du grand seigneur d'autrefois. Il se croyait là de moitié dans son succès, et il le croyait d'autant mieux qu'il l'avait soldé. Cette conduite était sanctionnée par la présence du beau-père de Camusot, un petit vieux, à cheveux poudrés, aux yeux aigrillards et très dignes. Les répugnances de Lucien se réveillèrent. Il se souvint de l'amour pur, exalté, qu'il avait ressenti pendant 1 an pour madame de Bargeton. Aussitôt, l'amour des poètes déplia ses ailes blanches. 1000 souvenirs environnèrent de leurs horizons bleuâtres le grand homme d'Angoulême qui retomba dans la rêverie. La toile se leva. Coralie et Florine étaient en scène. « Ma chère, il pense à toi comme au grand Turc, » dit Florine à voix basse pendant que Coralie débitait une réplique. Lucien ne put s'empêcher de rire et regarda Coralie. Cette femme, une des plus charmantes et des plus délicieuses actrices de Paris, la rivale de madame Perrin et de mademoiselle Fleuriet, auxquelles elle ressemblait et dont le sort devait être le sien, était le type des filles qui exercent à volonté la fascination sur les hommes. Coralie montrait une sublime figure hébraïque, ce long visage ovale d'un ton d'ivoire blond, à bouche rouge, comme une grenade, à menton fin comme le bord d'une coupe. Sous des paupières chaudes et comme brûlées par une prunelle de jais, sous des cils recourbés, on devinait un regard languissant où scintillaient à propos les ardeurs du désert. Ses yeux étaient entourés d'un cercle olivâtre et surmontés de sourcils arqués et fournis. Sur un front brun, couronné de 2 bandeaux d'ébène, où brillaient alors les lumières comme sur du vernis, siégeait une magnificence de pensée qui aurait pu faire croire à du génie. Mais Coralie, semblable à beaucoup d'actrices, était sans esprit malgré son nez ironique et fin, sans instruction malgré son expérience. Elle n'avait que l'esprit des sens et la bonté des femmes amoureuses. Pouvait-on d'ailleurs s'occuper du moral,
quand elle éblouissait le regard avec ses bras ronds et polis, ses doigts tournés en fuseau, ses épaules dorées, avec la gorge chantée par le cantique des cantiques, avec un col mobile et recourbé, avec des jambes d'une élégance adorable et chaussées en soie rouge. Ces beautés d'une poésie vraiment orientale étaient encore mises en relief par le costume espagnol convenu dans nos théâtres. Coralie faisait la joie de la salle où tous les yeux serraient sa taille bien prise dans sa basquine et flattaient sa croupe andalouse qui imprimait des torsions lascives à la jupe. Il y eut un moment où Lucien, en voyant cette créature jouant pour lui seul, se souciant de Camusot autant que le gamin du paradis se soucie de la pelure d'une pomme, mit l'amour sensuel au-dessus de l'amour pur, la jouissance au-dessus du désir, et le démon de la luxure lui souffla d'atroces pensées. J'ignore tout de l'amour qui se roule dans la bonne chair, dans le vin, dans les joies de la matière, se dit-il. J'ai plus encore vécu par la pensée que par le fait. Un homme qui veut tout peindre doit tout connaître. Voici mon premier souper fastueux, ma première orgie avec un monde étrange. Pourquoi ne goûterais-je pas une fois ces délices si célèbres où se ruaient les grands seigneurs du dernier siècle en vivant avec des impurs, quand ce ne serait que pour les transporter dans les belles régions de l'amour vrai? Ne faut-il pas apprendre les joies, les perfections, les transports, les ressources, les finesses de l'amour des courtisanes et des actrices? N'est-ce pas, après tout, la poésie des sens? Il y a 2 mois, ces femmes me semblaient des divinités gardées par des dragons inabordables. En voilà une dont la beauté surpasse celle de Florine que j'enviais à Lousteau. Pourquoi ne pas profiter de sa fantaisie, quand les plus grands seigneurs achètent de leurs plus riches trésors une nuit avec ces femmes-là? Les ambassadeurs, quand ils mettent le pied dans ces gouffres, ne se soucient ni de la veille ni du lendemain. Je serais un niais d'avoir plus de délicatesse que les princes, surtout quand je n'aime encore personne. Lucien ne pensait plus à Camusot. Après avoir manifesté à Lousteau le plus profond dégoût pour le plus odieux partage, il tombait dans cette fosse. Il nageait dans un désir, entraîné par le jésuitisme de la passion. « Coralie est folle de vous, » lui dit Lousteau en entrant. « Votre beauté, digne des plus illustres marbres de la Grèce, fait un ravage inouï dans les coulisses. Vous êtes heureux, mon cher? À 18 ans, Coralie pourra, dans quelques jours, avoir 30 000 francs par an pour sa beauté. Elle est encore très sage. Vendue par sa mère il y a 3 ans, 60 000 francs, elle n'a encore eu que des chagrins et cherche le bonheur. Elle est entrée au théâtre par désespoir. Elle avait en horreur de Marsay, son premier acquéreur. Et, au sortir de la galère, car elle a été bientôt lâchée par le roi de nos dandys, elle a trouvé ce bon Camusot qu'elle n'aime guère. Mais il est comme un père pour elle. Elle le souffre et se laisse aimer. Elle a refusé déjà les plus riches propositions et se tient à Camusot qui ne la tourmente pas. Vous êtes donc son premier amour. Oh, elle a reçu comme un coup de pistolet dans le cœur en vous voyant, et Florine est allée la raisonner dans sa loge où elle pleure de votre froideur. La pièce va tomber. Coralie ne sait plus son rôle et adieu l'engagement au gymnase que Camusot lui préparait. Bah, pauvre fille, dit Lucien, dont toutes les vanités furent caressées par ces paroles et qui se sentit le cœur gonflé d'amour-propre. Il m'arrive, mon cher, dans une soirée, plus d'événements que dans les 18 premières années de ma vie. Et Lucien raconta ses amours avec madame de Bargeton et sa haine contre le baron Châtelet. Tiens, le journal manque de bêtes noires. Nous allons l'empoigner. Ce baron est un beau de l'Empire. Il est ministériel. Il nous va, je l'ai vu souvent à l'opéra. J'aperçois d'ici votre grande dame. Elle est souvent dans la loge de la marquise d'Espard. Le baron fait la cour à votre ex-maîtresse. Un os de sèche. Attendez, Finot vient de m'envoyer un express me dire que le journal est sans copie. Un tour que lui joue un de nos rédacteurs, un drôle.
le petit Hector Merlin à qui l'on a retranché ses blancs. Finot, au désespoir, broche un article contre les danseuses et l'opéra. Eh bien, mon cher, faites l'article sur cette pièce. Écoutez-la, pensez-y. Moi, je vais aller dans le cabinet du directeur méditer 3 colonnes sur votre homme et sur votre belle dédaigneuse qui ne seront pas à la noce demain. Voilà donc où et comment se fait le journal, dit Lucien. Toujours comme ça, répondit Lousteau. Depuis 10 mois que j'y suis, le journal est toujours sans copie à 8 heures du soir. On nomme, en argot typographique, copie, le manuscrit à composer, sans doute parce que les auteurs sont censés n'envoyer que la copie de leur œuvre. Peut-être aussi est-ce une ironique traduction du mot latin copia, abondance, car la copie manque toujours. Le grand projet qui ne se réalisera jamais est d'avoir quelques numéros d'avance, reprit Lousteau. Voilà 10 heures, et il n'y a pas une ligne. Je vais dire à Vernou et à Nathan, pour finir brillamment le numéro, de nous prêter une 20aine d'épigrammes sur les députés, sur le chancelier Crusoé, sur les ministres, et sur nos amis au besoin. Dans ce cas-là, on massacrerait son père. On est comme un corsaire qui charge ses canons avec les écus de sa prise pour ne pas mourir. Soyez spirituel dans votre article, et vous aurez fait un grand pas dans l'esprit de Finot. Il est reconnaissant par calcul. C'est la meilleure et la plus solide des reconnaissances. Après, toutefois, celle du mont-de-piété. Quels hommes sont donc les journalistes ? S'écria Lucien. Comment il faut se mettre à une table et avoir de l'esprit ? Absolument comme on allume un quinquet, jusqu'à ce que l'huile manque. Au moment où Lousteau ouvrait la porte de la loge, le directeur et Dubruel entrèrent. « Monsieur, dit l'auteur de la pièce, laissez-moi dire de votre part à Coralie que vous vous en irez avec elle après souper, ou ma pièce va tomber. La pauvre fille ne sait plus ce qu'elle dit ni ce qu'elle fait. Elle va pleurer quand il faudra rire et rira quand il faudra pleurer. On a déjà sifflé. Vous pouvez encore sauver la pièce. Ce n'est pourtant pas un malheur que le plaisir qui vous attend. »« Monsieur, je n'ai pas l'habitude d'avoir des rivaux, » dit Lucien. « Ne lui dites pas cela, » s'écria le directeur en regardant l'auteur. « Coralie est fille à jeter Camusot par la fenêtre, à le mettre à la porte, et se ruinerait très bien. Ce digne propriétaire du Cocon d'Or donne à Coralie 2000 francs par mois, paye tous ses costumes et ses claqueurs. Comme votre promesse ne m'engage à rien, sauvez votre pièce, dit sultanesquement Lucien. Mais n'ayez pas l'air de la rebuter, cette charmante fille, dit le suppliant Dubruel. Allons, il faut que j'écrive l'article sur votre pièce, et que je sourie à votre jeune première. Soit, s'écria le poète. L'auteur disparut après avoir fait un signe à Coralie, qui joua dès lors merveilleusement et fit réussir la pièce. Bouffé, qui remplissait le rôle d'un vieil alcade dans lequel il révéla pour la première fois son talent pour se grimer en vieillard, vint au milieu d'un tonnerre d'applaudissements dire « Messieurs, la pièce que nous avons eu l'honneur de représenter est de messieurs Raoul et Dubruel. »« Tiens, Nathan est de la pièce, » dit Lousteau. « Je ne m'étonne plus de l'intérêt qu'il y prend, ni de sa présence. »« Coralie, Coralie !» s'écria le parterre soulevé. De la loge où étaient les 2 négociants, il partit une voix de tonnerre qui cria « Hé, Florine !»« Florine et Coralie !» répétèrent alors quelques voix. Le rideau se releva. Bouffé reparut avec les 2 actrices à qui Matifat et Camusot jetèrent chacun une couronne. Coralie ramassa la sienne et la tendit à Lucien. Pour Lucien, ces 2 heures passées au théâtre furent comme un rêve. Les coulisses, malgré leurs horreurs, avaient commencé l'œuvre de cette fascination. Le poète, encore innocent, y avait respiré le vent du désordre et l'air de la volupté. Dans ces sales couloirs encombrés de machines et où fument des quinquets huileux, il règne comme une peste qui dévore l'âme.
La vie n'y est plus ni sainte ni réelle. On y rit de toutes les choses sérieuses, et les choses impossibles paraissent vraies. Ce fut comme un narcotique pour Lucien, et Coralie acheva de le plonger dans une ivresse joyeuse. Le lustre s'éteignit. Il n'y avait plus alors dans la salle que des ouvreuses qui faisaient un singulier bruit en ôtant les petits bancs et fermant les loges. La rampe, soufflée comme une seule chandelle, répandit une odeur infecte. Le rideau se leva. Une lanterne descendit du cintre. Les pompiers commencèrent leur ronde avec les garçons de service. À la féerie de la scène, au spectacle des loges pleines de jolies femmes, aux étourdissantes lumières, à la splendide magie des décorations et des costumes neufs, succédaient le froid, l'horreur, l'obscurité, le vide. Ce fut hideux. « Eh bien, viens-tu, mon petit ?» dit Lousteau sur le théâtre. Lucien était dans une surprise indicible. « Saute de la loge ici !» lui cria le journaliste. D'un bond, Lucien se trouva sur la scène. À peine reconnut-il Florine et Coralie déshabillées, enveloppées dans leurs manteaux et dans des douillettes communes. La tête couverte de chapeaux à voile noir, semblables enfin à des papillons rentrés dans leurs larves. « Me ferez-vous l'honneur de me donner le bras ?» lui dit Coralie en tremblant. « Volontiers, » dit Lucien qui sentit le cœur de l'actrice palpitant sur le sien comme celui d'un oiseau quand il l'eut prise. L'actrice, en se serrant contre le poète, eut la volupté d'une chatte qui se frotte à la jambe de son maître avec une moelleuse ardeur. « Nous allons donc souper ensemble, » lui dit-elle. Tous quatre sortirent et trouvèrent 2 fiacres à la porte des acteurs qui donnaient sur la rue des Fossés du Temple. Coralie fit monter Lucien dans la voiture où étaient déjà Camusot et son beau-père, le bonhomme Cardot. Elle offrit la 4e place à Dubruel. Le directeur partit avec Florine, Matifat et Lousteau. « Ces fiacres sont infâmes, » dit Coralie. « Pourquoi n'avez-vous pas un équipage ?» répliqua Dubruel. « Pourquoi ?» s'écria-t-elle avec humeur. « Je ne veux pas le dire devant monsieur Cardot, qui, sans doute, a formé son gendre. Croiriez-vous que, petit et vieux comme il est, monsieur Cardot ne donne que 300 francs par mois à Florentine, juste de quoi payer son loyer, sa pâtée et ses socques. Le vieux marquis de Rochegude, qui a 600 000 livres de rente, m'offre un coupé depuis 2 mois. Mais je suis une artiste et non une fille. »« Vous aurez une voiture après-demain, mademoiselle, » dit gravement Camusot. « Mais vous ne me l'aviez jamais demandé. »« Est-ce que ça se demande ? Comment, quand on aime une femme, la laisse-t-on patauger dans la crotte et risquer de se casser les jambes en allant à pied ? Il n'y a que ces chevaliers de l'Aune pour aimer la boue au bas d'une robe. » En disant ces paroles avec une aigreur qui brisa le cœur de Camusot, Coralie trouvait la jambe de Lucien et la pressait entre les siennes. Elle lui prit la main et la lui serra. Elle se tut alors et parut concentrée dans une de ces jouissances infinies qui récompensent ces pauvres créatures de tout leur chagrin passé, de leur malheur, et qui développent dans leur âme une poésie inconnue aux autres femmes à qui ces violents contrastes manquent, heureusement. « Vous avez fini par jouer aussi bien que mademoiselle Mars ?» dit Dubruel à Coralie. « Oui, » dit Camusot, « mademoiselle a eu quelque chose au commencement qui la chiffonnait. Mais dès le milieu du second acte, elle a été délirante. Elle est pour la moitié dans votre succès. »« Et moi, pour la moitié dans le sien, » dit Dubruel. « Vous vous battez de la chape de l'évêque, » dit-elle d'une voix altérée. L'actrice profita d'un moment d'obscurité pour porter à ses lèvres la main de Lucien, et la baisa en la mouillant de pleurs. Lucien fut alors ému jusque dans la moelle de ses os. L'humilité de la courtisane amoureuse comporte des magnificences morales qui en remontrent aux anges.
Monsieur va faire l'article, dit Dubruel en parlant à Lucien. Il peut écrire un charmant paragraphe sur notre chère Coralie. Oh, rendez-nous ce petit service, dit Camusot avec la voix d'un homme à genoux devant Lucien. Vous trouverez en moi un serviteur bien disposé pour vous, en tout temps. Mais laissez donc à monsieur son indépendance, cria l'actrice enragée. Il écrira ce qu'il voudra. Achetez-moi des voitures et non pas des éloges. Vous les aurez à très bon marché, répondit poliment Lucien. Je n'ai jamais rien écrit dans les journaux. Je ne suis pas au fait de leurs mœurs. Vous aurez la virginité de ma plume. Ce sera drôle, dit Dubruel. Nous voilà rue de Bondy, dit le petit père Cardot, que la sortie de Coralie avait atterré. Si j'ai les prémices de ta plume, tu auras celles de mon cœur, dit Coralie pendant le rapide instant où elle resta seule avec Lucien dans la voiture. Coralie alla rejoindre Florine dans sa chambre à coucher pour y prendre la toilette qu'elle y avait envoyée. Lucien ne connaissait pas le luxe que déploient chez les actrices ou chez leurs maîtresses les négociants enrichis qui veulent jouir de la vie. Quoique Matifat, qui n'avait pas une fortune aussi considérable que celle de son ami Camusot, eût fait les choses assez mesquinement, Lucien fut surpris en voyant une salle à manger artistement décorée, tapissée en drap vert garnie de clous à tête dorée, éclairée par de belles lampes, meublée de jardinières pleines de fleurs, et un salon tendu de soie jaune relevé par des agréments bruns où resplendissaient les meubles alors à la mode, un lustre de Taumire, un tapis à dessin perse. La pendule, les candélabres, le feu, tout était de bon goût. Matifat avait laissé tout ordonner par Grindot, un jeune architecte qui lui bâtissait une maison et qui, sachant la destination de cet appartement, y mit un soin particulier. Aussi, Matifat, toujours négociant, prenait-il des précautions pour toucher aux moindres choses. Il semblait avoir sans cesse devant lui le chiffre des mémoires et regardait ces magnificences comme des bijoux imprudemment sortis d'un écrin. Voilà pourtant ce que je serais forcé de faire pour Florentine, était une pensée qui se lisait dans les yeux du père Cardot. Lucien comprit soudain que l'état de la chambre où demeurait Lousteau n'inquiétait guère le journaliste aimé. Roi secret de ses fêtes, Étienne jouissait de toutes ces belles choses. Aussi se carrait-il en maître de maison, devant la cheminée, en causant avec le directeur qui félicitait Dubruel. « La copie ! La copie !» cria Finot en entrant. « Rien dans la boîte du journal. Les compositeurs tiennent mon article et l'auront bientôt fini. »« Nous arrivons, » dit Étienne. « Nous trouverons une table et du feu dans le boudoir de Florine. Si monsieur Matifat veut nous procurer du papier et de l'encre, nous brocherons le journal pendant que Florine et Coralie s'habillent. » Cardot, Camusot et Matifat disparurent, empressés de chercher les plumes, les canifs et tout ce qu'il fallait aux deux écrivains. En ce moment, une des plus jolies danseuses de ce temps, Tullia, se précipita dans le salon. « Mon cher enfant, dit-elle à Finot, on t'accorde tes 100 abonnements. Ils ne coûteront rien à la direction. Ils sont déjà placés, imposés au chant, à l'orchestre et au corps de ballet. Ton journal est si spirituel que personne ne se plaindra. Tu auras tes loges. Enfin, voici le prix du premier trimestre, dit-elle en présentant 2 billets de banque. Ainsi, ne m'échine pas. Je suis perdu, s'écria Finot. Je n'ai plus d'article de tête pour mon numéro, car il faut aller supprimer ma diatribe. Quel beau mouvement, ma divine Laïs, s'écria Blondet, qui suivait la danseuse avec Nathan, Vernou et Claude Vignon, amenés par lui. Tu resteras à souper avec nous, cher amour, ou je te fais écraser comme un papillon que tu es. En ta qualité de danseuse, tu n'exciteras ici aucune rivalité de talent. Quant à la beauté, vous avez toutes trop d'esprit pour être jalouses en public. Mon Dieu, mes amis! Dubruel, Nathan, Blondet, sauvez-moi! Cria Finot. J'ai besoin de 5 colonnes. J'en ferai 2 avec la pièce, dit Lucien.
Mon sujet en donnera bien deux, dit Lousteau. Eh bien, Nathan, Vernou, Dubruel, faites-moi les plaisanteries de la fin. Ce brave Blondet pourra bien m'octroyer les 2 petites colonnes de la première page. Je cours à l'imprimerie. Heureusement, Tulia, tu es venue avec ta voiture. Oui, mais le duc y est avec un ministre allemand, dit-elle. Invitons le duc et le ministre, dit Nathan. Un Allemand, ça boit bien, ça écoute, nous le fusillerons à coups de hardiesse, il en écrira à sa cour, s'écria Blondet. Quel est, de nous tous, le personnage assez sérieux pour descendre lui parler, dit Finot. Allons, Dubruel, tu es un bureaucrate. Amène le duc de Rhétoré, le ministre, et donne le bras à Tulia. Mon Dieu, Tulia est-elle belle ce soir? Nous allons être 13, dit Matifat en pâlissant. Non, 14, s'écria Florentine en arrivant. Je veux surveiller Milord Cardo. D'ailleurs, dit Lousteau, Blondet est accompagné de Claude Vignon. Je l'ai mené boire, répondit Blondet en prenant un encrier. Ah, ça, vous autres, ayez de l'esprit pour les 56 bouteilles de vin que nous boirons, dit-il à Nathan et à Vernou. Surtout, stimulez Dubruel, c'est un vaudevilliste, il est capable de faire quelques méchantes pointes. Élevez-le jusqu'au bon mot. Lucien, animé par le désir de faire ses preuves devant des personnages si remarquables, écrivit son premier article sur la table ronde du boudoir de Florine, à la lueur des bougies roses allumées par Matifat. Panorama dramatique. Première représentation de l'Alcade dans l'embarras, imbroglio en 3 actes, début de Mademoiselle Florine, Mademoiselle Coralie, Bouffé. On entre, on sort, on parle, on se promène, on cherche quelque chose et l'on ne trouve rien. Tout est en rumeur. L'Alcade a perdu sa fille et retrouve son bonnet. Mais le bonnet ne lui va pas. Ce doit être le bonnet d'un voleur. Où est le voleur? On entre, on sort, on parle, on se promène, on cherche de plus belle. L'Alcade finit par trouver un homme sans sa fille et sa fille sans un homme, ce qui est satisfaisant pour le magistrat et non pour le public. Le calme renaît. L'Alcade veut interroger l'homme. Ce vieil Alcade s'assied dans un grand fauteuil d'Alcade en arrangeant ses manches d'Alcade. L'Espagne est le seul pays où il y ait des Alcades attachés à de grandes manches, où se voient autour du cou des Alcades des fraises qui, sur les théâtres de Paris, sont la moitié de leur place et de leur gravité. Cet Alcade, qui a tant trottiné d'un petit pas de vieillard poussif, est Bouffé. Bouffé, le successeur de Potier, un jeune acteur qui fait si bien les vieillards qu'il a fait rire les plus vieux vieillards. Il y a un avenir de 100 vieillards dans ce front chauve, dans cette voix chevrotante, dans ces fuseaux tremblants sous un corps de géronte. Il est si vieux, ce jeune acteur, qu'il effraie. On a peur que sa vieillesse ne se communique comme une maladie contagieuse. Et quel admirable Alcade, quel charmant sourire inquiet, quelle bêtise importante, quelle dignité stupide, quelle hésitation judiciaire. Comme cet homme sait bien que tout peut devenir alternativement faux et vrai. Comme il est digne d'être le ministre d'un roi constitutionnel. À chacune des demandes de l'Alcade, l'inconnu l'interroge. Bouffé répond, en sorte que, questionné par la réponse, l'Alcade éclaircit tout par ses demandes. Cette scène éminemment comique, où respire un parfum de Molière, a mis la salle en joie. Tout le monde est d'accord, mais je suis hors d'état de vous dire ce qui est clair et ce qui est obscur. La fille de l'Alcade était là, représentée par une véritable Andalouse, une Espagnole, aux yeux espagnols, au teint espagnol, à la taille espagnole, à la démarche espagnole. Une Espagnole de pied en cap, avec son poignard dans sa jarretière, son amour au cœur, sa croix au bout d'un ruban sur la gorge. À la fin de l'acte, quelqu'un m'a demandé comment allait la pièce. Je lui ai dit « Elle a des bas rouges à coins verts, un pied grand comme ça, dans des souliers vernis, et la plus belle jambe de l'Andalousie. Ah, cette fille d'Alcade, elle fait venir l'amour à la bouche, elle vous donne des désirs horribles, on a envie de sauter dessus, la scène, et de lui offrir sa chaumière et son cœur,
ou 30 000 livres de rente et sa plume. Cette Andalouse est la plus belle actrice de Paris. Coralie, puisqu'il faut l'appeler par son nom, est capable d'être comtesse ou grisette. On ne sait sous quelle forme elle plairait davantage. Elle sera ce qu'elle voudra être, elle est née pour tout faire. N'est-ce pas ce qu'il y a de mieux à dire d'une actrice au boulevard ? Au second acte est arrivée une Espagnole de Paris, avec sa figure de camée et ses yeux assassins. J'ai demandé à mon tour d'où elle venait. On m'a répondu qu'elle sortait de la coulisse et se nommait Mademoiselle Florine. Mais, ma foi, je n'en ai rien pu croire, tant elle avait de feu dans les mouvements, de fureur dans son amour. Cette rivale de la fille de l'Alcade est la femme d'un seigneur taillé dans le manteau d'Almaviva, où il y a de l'étoffe pour 100 grands seigneurs du boulevard. Si Florine n'avait ni bas rouge à coins verts, ni souliers vernis, elle avait une mantille, un voile dont elle se servait admirablement, la grande dame qu'elle est. Elle a fait voir à merveille que la tigresse peut devenir chatte. J'ai compris qu'il y avait là quelques drames de jalousie, aux mots piquants que ces deux Espagnols se sont dit. Puis, quand tout allait s'arranger, la bêtise de l'Alcade a tout rebrouillé. Tout ce monde de flambeaux, de torches, de valets, de Figaro, de seigneurs, d'Alcades, de filles et de femmes s'est remis à chercher, aller, venir, tourner. L'intrigue s'est alors renouée, et je l'ai laissée se renouer, car ces deux femmes, Florine, la jalouse, et l'heureuse Coralie, m'ont entortillé de nouveau dans les plis de leurs basquines, de leurs mantilles, et m'ont fourré leurs petits pieds dans l'œil. J'ai pu gagner le 3e acte sans avoir fait de malheur, sans avoir nécessité l'intervention du commissaire de police, ni scandalisé la salle. Et je crois dès lors à la puissance de la morale publique et religieuse dont on s'occupe à la Chambre des députés. J'ai pu comprendre qu'il s'agit d'un homme qui aime 2 femmes sans en être aimé, et qui en est aimé sans les aimer, qui n'aime pas les Alcades ou que les Alcades n'aiment pas, mais qui, à coup sûr, est un brave seigneur qui aime quelqu'un, lui-même ou Dieu, comme Pis-aller, car il se fait moine. Si vous voulez en savoir davantage, allez au panorama dramatique. Vous voilà suffisamment prévenu qu'il faut y aller une première fois pour se faire à ces triomphants bas rouges à coins verts, à ce petit pied plein de promesses, à ces yeux qui filtrent le soleil, à ces finesses de femmes parisiennes déguisées en andalouses et d'andalouses déguisées en parisiennes. Puis, une seconde fois, pour jouir de la pièce qui fait mourir de rire sous forme de vieillard, pleurer sous forme de seigneur amoureux. La pièce a réussi sous les 2 espèces. L'auteur, qui, dit-on, a pour collaborateur un de nos grands poètes, a visé le succès avec une fille amoureuse dans chaque main. Aussi a-t-il failli tuer de plaisir son parterre en émoi. Les jambes de ces 2 filles semblaient avoir plus d'esprit que l'auteur. Néanmoins, quand les 2 rivales s'en allaient, on trouvait le dialogue spirituel, ce qui prouve assez victorieusement l'excellence de la pièce. L'auteur a été nommé au milieu d'applaudissements qui ont donné des inquiétudes à l'architecte de la salle. Mais l'auteur, habitué à ces mouvements du Vésuve aviné qui bout sous le lustre, ne tremblait pas. C'est Monsieur du Bruel. Quant aux 2 actrices, elles ont dansé le fameux boléro de Séville qui a trouvé grâce devant les pairs du concile autrefois et que la censure a permis, malgré la lascivité des poses. Ce boléro suffit à attirer tous les vieillards qui ne savent que faire de leur reste d'amour. Et j'ai la charité de les avertir de tenir le verre de leur lorgnette très limpide. Pendant que Lucien écrivait cet article, qui fit révolution dans le journalisme par la révélation d'une manière neuve et originale, Lousteau écrivait un article, dit de mœurs, intitulé « L'ex-beau », et qui commençait ainsi. Le beau de l'Empire est toujours un homme long et mince, bien conservé, qui porte un corset et qui a la croix de la Légion d'honneur. Il s'appelle quelque chose comme Potelet. Et, pour se mettre bien en cour aujourd'hui, le baron de l'Empire s'est gratifié d'un dû.
Il est du Potelet, quitte à redevenir Potelet en cas de révolution. Homme à deux fins d'ailleurs, comme son nom. Il fait la cour au faubourg Saint-Germain après avoir été le glorieux, l'utile et l'agréable porte-queue d'une sœur de cet homme que la pudeur m'empêche de nommer. Si du Potelet renie son service auprès de l'Altesse impériale, il chante encore les romances de sa bienfaitrice intime. L'article était un tissu de personnalités comme on les faisait à cette époque. Il s'y trouvait, entre madame de Bargeton, à qui le baron Châtelet faisait la cour, et un os de seiche, un parallèle bouffon qui plaisait sans qu'on eût besoin de connaître les deux personnes desquelles on se moquait. Châtelet était comparé à un héron. Les amours de ce héron, ne pouvant avaler la seiche, qui se cassait en trois quand il la laissait tomber, provoquaient irrésistiblement le rire. Cette plaisanterie, qui se divisa en plusieurs articles, eut, comme on sait, un retentissement énorme dans le faubourg Saint-Germain, et fut une des 1001 causes des rigueurs apportées à la législation de la presse. 1 heure après, Blondet, Lousteau, Lucien revinrent au salon où causaient les convives, le duc, le ministre et les 4 femmes, les 3 négociants, le directeur du théâtre, Finot et les 3 auteurs. Un apprenti, coiffé de son bonnet de papier, était déjà venu chercher la copie pour le journal. « Les ouvriers vont quitter si je ne leur rapporte rien, dit-il. « Tiens, voilà 10 francs. Et qu'ils attendent, répondit Finot. Si je les leur donne, monsieur, ils feront de la soulographie, et adieu le journal. Le bon sens de cet enfant m'épouvante, dit Finot. Ce fut au moment où le ministre prédisait un brillant avenir à ce gamin que les 3 auteurs entrèrent. Blondet lut un article excessivement spirituel contre les romantiques. L'article de Lousteau fit rire. Le duc de Rhétoré recommanda, pour ne pas trop indisposer le faubourg Saint-Germain, d'y glisser un éloge indirect pour madame d'Espard. « Et vous, lisez-nous ce que vous avez fait, » dit Finot à Lucien. Quand Lucien, qui tremblait de peur, eut fini, le salon retentissait d'applaudissements, les actrices embrassaient le néophyte, les 3 négociants le serraient à l'étouffer. Dubruel lui prenait la main et avait une larme à l'œil. Enfin, le directeur l'invitait à dîner. « Il n'y a plus d'enfants, » dit Blondet. « Comme monsieur de Chateaubriand a déjà fait le mot d'enfant sublime pour Victor Hugo, je suis obligé de vous dire tout simplement que vous êtes un homme d'esprit, de cœur et de style. » « Monsieur est du journal, » dit Finot en remerciant Étienne et lui jetant le fin regard de l'exploitateur. « Quel mot avez-vous fait » dit Lousteau à Blondet et Dubruel. « Voilà ceux de Dubruel, » dit Nathan. « En voyant combien monsieur le vicomte d'A occupe le public, monsieur le vicomte Démosthène a dit hier « Ils vont peut-être me laisser tranquille ». Une dame dit à un ultra qui blâmait le discours de monsieur Pasquier comme continuant le système de Decazes « Oui, mais il a des mollets bien monarchiques. » « Si ça commence ainsi, je ne vous en demande pas davantage. Tout va bien, » dit Finot. « Cours leur porter cela, » dit-il à l'apprenti. « Le journal est un peu plaqué. Mais c'est notre meilleur numéro, dit-il, en se tournant vers le groupe des écrivains qui, déjà, regardaient Lucien avec une sorte de sournoiserie. « Il a de l'esprit, ce gars-là, » dit Blondet. « Son article est bien, » dit Claude Vignon. « À table » cria Matifat. Le duc donna le bras à Florine, Coralie prit celui de Lucien, et la danseuse eut d'un côté Blondet, de l'autre le ministre allemand. « Je ne comprends pas pourquoi vous attaquez madame de Bargeton et le baron Châtelet, qui est, dit-on, nommé préfet de la Charente et maître des requêtes. »« Madame de Bargeton a mis Lucien à la porte comme un drôle, » dit Lousteau. « Un si beau jeune homme, » fit le ministre. Le souper, servi dans une argenterie neuve, dans une porcelaine de Sèvres,
sur du linge damassé, respirait une magnificence cossue. Chevet avait fait le souper. Les vins avaient été choisis par le plus fameux négociant du quai Saint-Bernard, ami de Camusot, de Matifat et de Cardot. Lucien, qui vit pour la première fois le luxe parisien fonctionnant, marchait ainsi de surprise en surprise et cachait son étonnement en homme d'esprit, de cœur et de style qu'il était, selon le mot de Blondet. En traversant le salon, Coralie avait dit à l'oreille de Florine : « Fais-moi si bien griser, Camusot, qu'il soit obligé de rester endormi chez toi. »« Tu as donc fait ton journaliste ?» répondit Florine. « Non, ma chère, je l'aime, » répliqua Coralie en faisant un admirable petit mouvement d'épaule. Ces paroles avaient retenti dans l'oreille de Lucien, apportées par le 5e péché capital. Coralie était admirablement bien habillée, et sa toilette mettait savamment en relief ses beautés spéciales, car toute femme a des perfections qui lui sont propres. Sa robe, comme celle de Florine, avait le mérite d'être d'une délicieuse étoffe inédite nommée mousseline de soie, dont la primeur appartenait pour quelques jours à Camusot, l'une des providences parisiennes des fabriques de Lyon, en sa qualité de chef du Cocon d'Or. Ainsi, l'amour et la toilette, ce phare et ce parfum de la femme, rehaussaient les séductions de l'heureuse Coralie. Un plaisir attendu, et qui ne nous échappera pas, exerce des séductions immenses sur les jeunes gens. Peut-être la certitude est-elle à leurs yeux tout l'attrait des mauvais lieux, peut-être est-elle le secret des longues fidélités. L'amour pur, sincère, le premier amour enfin, joint à l'une de ces rages fantasques qui piquent ces pauvres créatures, et aussi l'admiration causée par la grande beauté de Lucien, donnèrent l'esprit du cœur à Coralie. « Je t'aimerai laid et malade, » dit-elle à l'oreille de Lucien en se mettant à table. Quel mot pour un poète ! Camusot disparut, et Lucien ne le vit plus en voyant Coralie. Était-ce un homme, tout jouissance et tout sensation ? Ennuyé de la monotonie de la province, attiré par les abîmes de Paris, lassé de misère, harcelé par sa continence forcée, fatigué de sa vie monacale rue de Cluny, de ses travaux sans résultat, qui pouvaient se retirer de ce festin brillant. Lucien avait un pied dans le lit de Coralie et l'autre dans la glu du journal, au-devant duquel il avait tant couru sans pouvoir le joindre. Après tant de factions montées en vain rue du Sentier, il trouvait le journal attablé, buvant frais, joyeux, bon garçon. Il venait d'être vengé de toutes ses douleurs par un article qui devait, le lendemain même, percer 2 cœurs où il avait voulu, mais en vain, verser la rage et la douleur dont on l'avait abreuvé. En regardant Lousteau, il se disait « Voilà un ami », sans se douter que déjà Lousteau le craignait comme un dangereux rival. Lucien avait eu le tort de montrer tout son esprit. Un article terne l'eût admirablement servi. Blondet contrebalança l'envie qui dévorait Lousteau en disant à Finot qu'il fallait capituler avec le talent quand il était de cette force-là. Cet arrêt dicta la conduite de Lousteau qui résolut de rester l'ami de Lucien et de s'entendre avec Finot pour exploiter un nouveau venu si dangereux en le maintenant dans le besoin. Ce fut un parti pris, rapidement, et compris dans toute son étendue entre ces 2 hommes, par 2 phrases dites d'oreille à oreille. Il a du talent. Il sera exigeant. Oh. Bon. Je ne soupe jamais sans effroi avec des journalistes français, dit le diplomate allemand avec une bonhomie calme et digne en regardant Blondet qu'il avait vu chez la comtesse de Montcornet. Il y a un mot de Blücher que vous êtes chargé de réaliser. Quel mot ? Dit Nathan. Quand Blücher arriva sur les hauteurs de Montmartre avec Zaacken, en 1814, pardonnez-moi, messieurs, de vous reporter à ce jour fatal pour vous,
Zaaken, qui était un brutal, dit « Nous allons donc brûler Paris. » Gardez-vous-en bien, la France ne mourra que de ça, répondit Blaurer en montrant ce grand chancre qu'ils voyaient étendu à leurs pieds, ardent et fumeux, dans la vallée de la Seine. Je bénis Dieu de ceux qu'il n'y a pas de journaux. Dans mon pays, reprit le ministre après une pause. Je ne suis pas encore remis de l'effroi que m'a causé ce petit bonhomme coiffé de papier, qui, à 10 ans, possède la raison d'un vieux diplomate. Aussi, ce soir, me semble-t-il que je soupe avec des lions et des panthères, qui me font l'honneur de velouter leurs pattes. Il est clair, dit Blondet, que nous pouvons dire et prouver à l'Europe que votre Excellence a vomi un serpent ce soir, qu'elle a manqué l'inoculer à mademoiselle Tulia, la plus jolie de nos danseuses, et là-dessus faire des commentaires sur Ève, la Bible, le premier et le dernier péché. Mais rassurez-vous, vous êtes notre hôte. Ce serait drôle, dit Finot. Nous ferions imprimer des dissertations scientifiques sur tous les serpents trouvés dans le cœur et dans le corps humain pour arriver au corps diplomatique, dit Lousteau. Nous pourrions montrer un serpent quelconque dans ce bocal de cerises à l'eau de vie, dit Vernou. Vous finiriez par le croire vous-même, dit Vignon au diplomate. Le serpent est assez ami de la danseuse, dit Dubruel. Dites d'un premier sujet, reprit Tulia. Messieurs, ne réveillez pas vos griffes qui dorment, s'écria le duc de Rhétoré. L'influence et le pouvoir du journal n'est qu'à son aurore, dit Finot. Le journalisme est dans l'enfance. Il grandira. Tout, dans 10 ans d'ici, sera soumis à la publicité. La pensée éclairera tout. Elle flétrira tout, dit Blondet en interrompant Finot. C'est un mot, dit Claude Vignon. Elle fera des rois, dit Lousteau. Elle défera les monarchies, dit le diplomate. Aussi, dit Blondet, si la presse n'existait point, faudrait-il ne pas l'inventer. Mais la voilà, nous en vivons. Vous en mourrez, dit le diplomate. Ne voyez-vous pas que la supériorité des masses, en supposant que vous les éclairiez, rendra la grandeur de l'individu plus difficile? Qu'en semant le raisonnement au cœur des basses classes, vous récolterez la révolte, et que vous en serez les premières victimes. Que casse-t-on à Paris quand il y a une émeute? Les réverbères, dit Nathan, mais nous sommes trop modestes pour avoir des craintes. Nous ne serons que fêlés. Vous êtes un peuple trop spirituel pour permettre à un gouvernement de se développer, dit le ministre. Sans cela, vous recommenceriez avec vos plumes la conquête de l'Europe que votre épée n'a pas su garder. Les journaux sont un mal, dit Claude Vignon. On pouvait utiliser ce mal, mais le gouvernement veut le combattre. Une lutte s'ensuivra. Qui succombera? Voilà la question. Le gouvernement, dit Blondet, je me tue à le crier. En France, l'esprit est plus fort que tout. Et les journaux ont de plus que l'esprit de tous les hommes spirituels, l'hypocrisie de Tartuffe. Blondet, Blondet, dit Finot, tu vas trop loin. Il y a des abonnés ici. Tu es propriétaire d'un de ces entrepôts de venin. Tu dois avoir peur. Mais moi, je me moque de toutes vos boutiques, quoique j'en vive. Blondet a raison, dit Claude Vignon. Le journal, au lieu d'être un sacerdoce, est devenu un moyen pour les partis. De moyen, il s'est fait commerce. Et comme tous les commerces, il est sans foi ni loi. Tout journal est, comme le dit Blondet, une boutique où l'on vend au public des paroles de la couleur dont il les veut. S'il existait un journal des bossus, il prouverait soir et matin la beauté, la bonté, la nécessité des bossus. Un journal n'est plus fait pour éclairer, mais pour flatter les opinions. Ainsi, tous les journaux seront, dans un temps donné, lâches, hypocrites, infâmes, menteurs, assassins. Ils tueront les idées, les systèmes, les hommes, et fleuriront par cela même. Ils auront le bénéfice de tous les êtres de raison.
Le mal sera fait sans que personne en soit coupable. Je serai, moi, Vignon. Vous serez, toi, Lousteau, toi, Blondet, toi, Finot. Des Aristides, des Platons, des Catons, des hommes de Plutarque. Nous serons tous innocents, nous pourrons nous laver les mains de toute infamie. Napoléon a donné la raison de ce phénomène moral ou immoral, comme il vous plaira, dans un mot sublime que lui ont dicté ses études sur la Convention. Les crimes collectifs n'engagent personne. Le journal peut se permettre la conduite la plus atroce, personne ne s'en croit sali personnellement. Mais le pouvoir fera des lois répressives, dit Dubruel. Il en prépare. Bah, que peut la loi contre l'esprit français, dit Nathan, le plus subtil de tous les dissolvants. Les idées ne peuvent être neutralisées que par des idées, reprit Vignon. La terreur, le despotisme, peuvent seuls étouffer le génie français dont la langue se prête admirablement à l'allusion, à la double entente. Plus la loi sera répressive, plus l'esprit éclatera, comme la vapeur dans une machine à soupape. Ainsi, le roi fait du bien, si le journal est contre lui, ce sera le ministre qui aura tout fait, et réciproquement. Si le journal invente une infâme calomnie, ou la lui a dite, à l'individu qui se plaint, il sera quitte pour demander pardon de la liberté grande. S'il est traîné devant les tribunaux, il se plaint qu'on ne soit pas venu lui demander une rectification. Mais demandez-la lui, il la refuse en riant. Il traite son crime de bagatelle. Enfin, il bafoue sa victime quand elle triomphe. S'il est puni, s'il a trop d'amende à payer, il vous signalera le plaignant comme un ennemi des libertés, du pays et des lumières. Il dira que monsieur Untel est un voleur en expliquant comment il est le plus honnête homme du royaume. Ainsi, ses crimes, bagatelles, ses agresseurs, des monstres. Et il peut, en un temps donné, faire croire ce qu'il veut à des gens qui le lisent tous les jours. Puis, rien de ce qui lui déplaît ne sera patriotique, et jamais il n'aura tort. Il se servira de la religion contre la religion, de la charte contre le roi. Il bafouera la magistrature quand la magistrature le froissera. Il la louera quand elle aura servi les passions populaires. Pour gagner des abonnés, il invitera les fables les plus émouvantes. Il fera la parade comme Bobèche. Le journal servirait son père tout cru à la croque au sel de ses plaisanteries, plutôt que de ne pas intéresser ou amuser son public. Ce sera l'acteur mettant les cendres de son fils dans l'urne pour pleurer véritablement, la maîtresse sacrifiant tout à son ami. C'est enfin le peuple in folio, s'écria Blondet en interrompant Vignon. Le peuple hypocrite et sans générosité, reprit Vignon. Il bannira de son sein le talent comme Athènes a banni Aristide. Nous verrons les journaux dirigés d'abord par des hommes d'honneur, tomber plus tard sous le gouvernement des plus médiocres qui auront la patience et la lâcheté de gomme élastique qui manquent au beau génie, ou à des épiciers qui auront de l'argent pour acheter des plumes. Nous voyons déjà ces choses-là. Mais dans 10 ans, le premier gamin sorti du collège se croira un grand homme. Il montera sur la colonne d'un journal pour souffleter ses devanciers. Il les tirera par les pieds pour avoir leur place. Napoléon avait bien raison de museler la presse. Je gagerais que, sous un gouvernement élevé par elle, les feuilles de l'opposition battraient en brèche par les mêmes raisons et par les mêmes articles qui se font aujourd'hui contre celui du roi, ce même gouvernement au moment où il leur refuserait quoi que ce fût. Plus on fera de concessions aux journalistes, plus les journaux seront exigeants. Les journalistes parvenus seront remplacés par des journalistes affamés et pauvres. La plaie est incurable. Elle sera de plus en plus maligne, de plus en plus insolente. Et plus le mal sera grand, plus il sera toléré, jusqu'au jour où la confusion se mettra dans les journaux, par leur abondance, comme à Babylone. Nous savons tous, tant que nous sommes, que les journaux iront plus loin que les rois en ingratitude, plus loin que le plus sale commerce en spéculation et en calcul,
qu'ils dévoreront nos intelligences à vendre tous les matins leurs 3-6 cérébrales. Mais nous y écrirons tous, comme ces gens qui exploitent une mine de vif argent en sachant qu'ils y mourront. Voilà, là-bas, à côté de Coralie, un jeune homme. Comment se nomme-t-il ? Lucien. Il est beau, il est poète. Et, ce qui vaut mieux pour lui, homme d'esprit. Eh bien, il entrera dans quelques-uns de ces mauvais lieux de la pensée appelés journaux. Il y jettera ses plus belles idées. Il y desséchera son cerveau. Il y corrompra son âme. Il y commettra ces lâchetés anonymes qui, dans la guerre des idées, remplacent les stratagèmes, les pillages, les incendies, les revirements de bord dans la guerre des condottieri. Quand il aura, lui, comme 1000 autres, dépensé quelques beaux génies au profit des actionnaires, ces marchands de poison le laisseront mourir de faim s'il a soif, et de soif s'il a faim. « Merci, dit Finot. « Mais, mon Dieu, dit Claude Vignon, je savais cela, je suis dans le bagne, et l'arrivée d'un nouveau forçat me fait plaisir. Blondet et moi, nous sommes plus forts que messieurs tels et tels qui spéculent sur nos talents, et nous serons néanmoins toujours exploités par eux. Nous avons du cœur sous notre intelligence. Il nous manque les féroces qualités de l'exploitant. Nous sommes paresseux, contemplateurs, méditatifs, jugeurs. On boira notre cervelle et l'on nous accusera d'inconduite. »« J'ai cru que vous seriez plus drôle, » s'écria Florine. « Florine a raison, » dit Blondet. « Laissons la cure des maladies publiques à ces charlatans d'hommes d'État. Comme dit Charlet, cracher sur la vendange, jamais. » « Savez-vous de quoi Avignon me fait l'effet, » dit Lousteau en montrant Lucien, « d'une de ces grosses femmes de la rue du Pélican, qui dirait à un collégien « Mon petit, tu es trop jeune pour venir ici. » Cette saillie fit rire, mais elle plut à Coralie. Les négociants buvaient et mangeaient en écoutant. « Quelle nation que celle où il se rencontre tant de bien et tant de mal !» dit le ministre au duc de Rhétoré. « Messieurs, vous êtes des prodigues qui ne pouvaient pas vous ruiner. » Ainsi, par la bénédiction du hasard, aucun enseignement ne manquait à Lucien sur la pente du précipice où il devait tomber. D'Arthez avait mis le poète dans la noble voie du travail en réveillant le sentiment sous lequel disparaissent les obstacles. Lousteau lui-même avait essayé de l'éloigner par une pensée égoïste, en lui dépeignant le journalisme et la littérature sous leur vrai jour. Lucien n'avait pas voulu croire à tant de corruption cachée. Mais il entendait enfin des journalistes criant de leur mal, il les voyait à l'œuvre, éventrant leurs nourrices pour prédire l'avenir. Il avait pendant cette soirée vu les choses comme elles sont. Au lieu d'être saisi d'horreur à l'aspect du cœur même de cette corruption parisienne si bien qualifiée par Blücher, il jouissait avec ivresse de cette société spirituelle. Ces hommes extraordinaires, sous l'armure damasquinée de leurs vices et le casque brillant de leur froide analyse, il les trouvait supérieurs aux hommes graves et sérieux du Cénacle. Puis, il savourait les premières délices de la richesse. Il était sous le charme du luxe, sous l'empire de la bonne chère. Ses instincts capricieux se réveillaient. Il buvait pour la première fois des vins d'élite. Il faisait connaissance avec les mets exquis de la haute cuisine. Il voyait un ministre, un duc et sa danseuse, mêlés aux journalistes, admirant leur atroce pouvoir. Il sentit une horrible démangeaison de dominer ce monde de rois. Il se trouvait la force de les vaincre. Enfin, cette Coralie, qu'il venait de rendre heureuse par quelques phrases, il l'avait examinée à la lueur des bougies du festin, à travers la fumée des plats et le brouillard de l'ivresse. Elle lui paraissait sublime, l'amour la rendait si belle. Cette fille était d'ailleurs la plus jolie, la plus belle actrice de Paris. Le Cénacle, ce ciel de l'intelligence noble, dut succomber sous une tentation si complète. La vanité particulière aux auteurs
venait d'être caressé chez Lucien par des connaisseurs. Il avait été loué par ses futurs rivaux. Le succès de son article et la conquête de Coralie étaient deux triomphes à tourner une tête moins jeune que la sienne. Pendant cette discussion, tout le monde avait remarquablement bien mangé, supérieurement bu. Lousteau, le voisin de Camusot, lui versa 2 ou 3 fois du kirsch dans son vin sans que personne y fît attention, et il stimula son amour-propre pour l'engager à boire. Cette manœuvre fut si bien menée que le négociant ne s'en aperçut pas. Il se croyait dans son genre aussi malicieux que les journalistes. Les plaisanteries acerbes commencèrent au moment où les friandises du dessert et les vins circulèrent. Le diplomate, un homme de beaucoup d'esprit, fit un signe au duc et à la danseuse. Dès qu'il entendit ronfler les bêtises qui annoncèrent chez ces hommes d'esprit les scènes grotesques par lesquelles finissent les orgies, et tous trois, ils disparurent. Dès que Camusot eut perdu la tête, Coralie et Lucien, qui, durant tout le souper, se comportèrent en amoureux de 15 ans, s'enfuirent par les escaliers et se jetèrent dans un fiacre. Comme Camusot était sous la table, Matifat crut qu'il avait disparu de compagnie avec l'actrice. Il laissa ses hôtes fumant, buvant, riant, disputant, et suivit Florine quand elle alla se coucher. Le jour surprit les combattants, ou plutôt Blondet, buveur intrépide, le seul qui put parler et qui proposait aux dormeurs un toast à l'aurore aux doigts de rose. Merci pour votre écoute. Suite au prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et merci de mettre un like, un commentaire et partager.